Donc d'abord, comme de coutume, je tenais à remercier tous les intervenants présents que je présenterai tout à l'heure et qui se présenteront aussi. Et puis l'IAE en particulier qui nous a gentiment fourni cette salle et la salle dans laquelle nous poursuivrons la discussion tout à l'heure. Alors, en quelques mots, pourquoi cette conférence? Tout simplement, d'abord parce qu'elle s'insérait dans un diplôme d'établissement que nous avons organisé avec AgroSup à partir de cette année. Et donc, dans le déroulé de ce diplôme d'établissement protection animale de la science au droit, il était prévu un temps de conférence. Et en toute logique, nous avons fait le choix, avec Anne-Claire Lomellini, qui est co-responsable du diplôme, de retenir le thèmes qui sont complètement d'actualité, d'abord parce que les publications viennent de sortir, depuis quelques mois seulement. Thèmes également d'actualité, comme vous le savez, parce que le sujet du bien-être animal, de la protection animale, de la maltraitance, est vraiment sur le devant de la scène en termes médiatiques, également peut-être dans une moindre mesure en termes sociétal, l'un alimentant l'autre. Je ne sais pas très bien qui est de l'œuf et de la poule parmi les deux. Et puis également parce que, tout simplement, on s'aperçoit, quand on a la curiosité de faire une petite recherche comme je l'ai fait tout à l'heure, vous allez sur le site des bibliothèques juridiques, vous cherchez des ouvrages de droit en mettant comme thème droit et animal, et bien vous ne trouvez, en tout et pour tout, entre 1700 et 2017, que 96 références. Bon, j'aurais pu chercher plus longtemps. Mais 96 références, et parmi ces 96 références, une fois qu'on met de côté les quelques auteurs français les plus récurrents, eh bien, on tombe sur un ouvrage en particulier, le tien, qui a l'avantage d'être, à mon sens, mais tu en parleras mieux que moi, de retenir une approche objective, positiviste et exhaustive. Ce n'est pas une démarche, disons, ciblée sur une catégorie d'animaux et avec une certaine téléologie dans le propos. Voilà. Quand on fait la même démarche en termes d'histoire, on change de bibliothèque, on prend celle d'à côté, Sainte-Geneviève par exemple, et puis on refait le même exercice, on change droit par histoire et on tombe toujours sur une centaine d'ouvrages, toujours sur la même période. Et quand on resserre le propos à l'actualité, eh bien, on retombe sur Éric Baraté, avec 5 références, je crois, de mémoire, en matière d'histoire et d'animal, avec cette fois une approche évidemment thématiquement, enfin disciplinairement radicalement différente, on est plus sur l'étude juridique, et avec une méthode innovante, originale, dont vous parlerez mieux que moi aussi, en se plaçant dans la peau de l'animal. Donc ça, non seulement M. Baraté est sur le devant de la scène en termes de publications historiques liées à l'animal, mais avec une approche innovante, ce qui est double originalité. Et puis, pour compléter, eh bien, on a un auteur à mi-chemin, parce que quand j'ai cherché en droit, quand j'ai cherché en histoire, je suis tombé sur des références sur vos ouvrages à chaque fois. Monsieur Chapoutier, qui est à la fois référencé du côté de l'histoire, et référencé du côté du droit, mais également en philosophie, et dans d'autres disciplines et dans d'autres thématiques. Je passe. Je dis que j'ai aucune compétence ni en histoire ni en droit. Ça, les bibliothécaires pensent le contraire. Voilà. Donc, l'idée de cette conférence, c'est de permettre, après des propos introductifs sur qu'est-ce que l'animal, qu'est-ce que la conscience animale, la souffrance animale, etc., les propos de Georges Chapoutier, Anne-Claire et Éric, dans l'ordre qu'ils le souhaiteront, présenteront leurs ouvrages, le pourquoi de l'ouvrage, le comment, l'objectif, qu'est-ce qu'on fera ensuite, etc. Donc maintenant, je passe la parole à M. Chapoutier. Merci de m'avoir invité. Alors, comme on vous l'a dit, l'occasion ce soir, c'est de la promotion en quelque sorte de 2 livres absolument exemplaires. Il y a beaucoup de livres sur les animaux, mais on vous l'a dit, sur le plan historique, l'animal vécu en première personne, et sur le plan du droit, c'est-à-dire le droit appliqué avec une sensibilité pro-animalière, il n'y a pas tellement de choses. Donc moi, je suis ni historien ni juriste. On m'a
embauché en quelque sorte pour servir de lien. En tant que neurobiologiste et éthologiste, et aussi philosophe, je vais vous présenter de façon générale ce que c'est que l'animal, ce que c'est que la conscience animale, ce que c'est que la douleur, des termes qui reviennent beaucoup dans les deux livres que vous allez voir après, et puis pour répondre éventuellement aux questions sur des problèmes qui touchent justement à l'éthologie et au comportement animal. Alors qu'est-ce qu'un animal ? Bien sûr, il y a la définition populaire, animal domestique versus sauvage, en fonction du rapport à l'homme. Sur un plan plus scientifique, l'animal a deux bases fondamentales. D'abord, c'est un être vivant, c'est-à-dire un système complexe carboné, construit avec le carbone, qui est un système qui a un atome qui colle d'autres atomes pour construire des édifices moléculaires extrêmement complexes. Donc, les êtres vivants sont des êtres de la chimie du carbone, des êtres carbonés. Et deuxième point essentiel, ils se reproduisent. Ils sont capables de produire des êtres similaires à eux-mêmes par des processus de la reproduction. Donc l'animal est un être vivant, c'est un être vivant qui ne peut pas vivre autrement qu'en consommant d'autres êtres vivants. Et en ce sens, il se distingue d'autres êtres vivants qu'on appelle les plantes. Les plantes vivent, comme vous le savez, avec de l'air, de l'eau, du soleil. L'animal, lui, doit consommer des produits animaux déjà fabriqués, soit des plantes, soit des animaux, en ce qui concerne les carnivores. Donc, c'est un être vivant qu'on appelle hétérotrophe. Enfin, c'est un être vivant qui a beaucoup de cellules. Vous savez qu'on définit les êtres vivants par leurs cellules, sur des petites unités. On sait qu'il y a des êtres vivants qui ont une seule cellule. Et à un moment donné, d'ailleurs, on a trouvé qu'ils ressemblaient aux animaux, et on les avait appelés les protozoaires. Les animaux que nous connaissons étant les métazoaires avec beaucoup de cellules. La science a montré que les protozoaires étaient très proches des protophytes, des plantes à une seule cellule, et on préfère regrouper ces êtres dans le domaine des protophytes, protozoaires, donc ce qu'on appelle les protistes, et garder le terme d'animal pour les êtres vivants pluricellulaires et hétérotrophes. En d'autres termes, pour nous résumer, l'animal, c'est un être vivant complexe, hétérotrophe et multicellulaire. Il résulte, comme tous les êtres vivants, d'une évolution, en ce sens que les êtres vivants se transforment les uns dans les autres. Et, du coup, sont apparus des animaux plus ou moins compliqués avec l'évolution, des animaux à deux feuillets, comme les polypes, les méduses, les éponges, puis des groupes d'animaux à trois feuillets, comme ceux qui sont les animaux les plus classiques, j'ai envie de dire, les insectes, les vers, les mollusques, les vertébrés, etc. Au courant de cette évolution, sont apparues un certain nombre de capacités organiques. Nous ne parlons pas de toutes les capacités organiques, la nutrition, la digestion, la respiration, l'excrétion, etc. Mais il y a deux capacités qui vont nous intéresser, notamment par les animaux, qui sont des capacités liées à la douleur et à la conscience. La quasi-totalité des animaux a des mécanismes de sensation, de sensibilité, de type nerveux. Pas tous. Qu'on peut rattacher au sens large à la douleur, si vous voulez. On va détailler ça tout à l'heure. Pas tous. Les éponges, par exemple, n'ont pas de douleur du tout. Quand on parle de sensibilité animale, il faut tout de suite dire que c'est une sensibilité de type nerveux. On entend beaucoup dire actuellement, l'animal est un être sensible. Ça n'a pas beaucoup de sens en tant que tel. La plante, c'est un être sensible à la lumière. La pellicule photo, c'est un être sensible à la lumière. Donc il faut bien dire que chez l'animal, c'est une sensibilité nerveuse aux éléments qui peuvent nuire à l'organisme. C'est ce qu'on appelle la nociception. Et cette faculté existe chez tous les animaux, mis à part quelques rares groupes comme les éponges que j'évoquais tout à l'heure. L'animal qui est mis en présence d'un stimulus qui peut porter atteinte à son organisme va soit fuir, soit retirer le membre ou la partie du corps qui est menacée. Cette nociception est évidemment en général inconsciente. Et puis, quand on passe ces animaux plus compliqués, plus céphalisés, qui ont un système nerveux plus compliqué, on assiste à l'apparition, à l'émergence de nociceptions particulières. La douleur, c'est une nociception liée à des émotions. La souffrance, c'est une nociception liée à une conscience, une cognition. On parlait de la conscience tout à l'heure. Et dans l'état actuel des connaissances, il y a deux groupes animaux qui très clairement possèdent ces caractéristiques de douleur et de souffrance. Ce sont les vertébrés, groupe très homogène, qui va des poissons jusqu'aux mammifères et aux oiseaux. Et puis, un groupe d'escargots transformés, devenus très intelligents, qui sont les céphalopodes, comme la pieuvre ou la seiche. Quant à la conscience, elle aussi, elle évolue par paliers. Contrairement aux thèses d'un certain nombre de philosophes comme Descartes et les cartésiens
qui pensaient que l'animal n'avait aucune conscience, on pense aujourd'hui qu'il y a des formes de conscience chez les animaux. Mais ici encore, par palier. C'est-à-dire que la conscience en particulier évolue avec des animaux fortement céphalisés. On distingue notamment ce qu'on appelle la conscience d'accès et la conscience de soi. La conscience d'accès, c'est la conscience de l'environnement, et contrairement à Descartes, tout le monde pense aujourd'hui qu'un chien, par exemple, a une conscience de son environnement. La conscience de soi, c'est une conscience réflexive. Je suis conscient d'être conscient. Je me sens conscient. La première type de conscience, qui est liée à ce que j'évoquais, la souffrance tout à l'heure, puisque souffrance suppose conscience, on la trouve notamment encore chez ces deux grands groupes, très aisément, que sont les vertébrés et les mollusques céphalopodes. C'est discuté pour certains groupes comme les abeilles, comme certains insectes, ou certains crustacés, comme le Bernard l'ermite. On peut en parler si vous voulez. Quant à la conscience réflexive, c'est-à-dire la conscience de soi, je me sens conscient d'être conscient, beaucoup de post-cartésiens ont dit, mais l'homme ne peut pas avoir cette conscience-là. Alors il y a un test qui s'appelle le test du miroir, qui suggère qu'elle existe, qu'on peut la mettre en évidence, au moins chez certains animaux. Le test du miroir a été fait chez des chimpanzés, des dauphins, un éléphant, une pie, des porcs. Je vous le donne pour les chimpanzés. Vous avez un chimpanzé qui dort et vous peignez une tache de peinture sur son front à droite. L'animal se réveille, vous lui tendez un miroir et il cherche à effacer la tache, montrant par là qu'il se reconnaît dans le miroir, qu'il ne pense pas que c'est un autre chimpanzé. Un poisson comme l'épinoche, mis dans la même situation, attaque le miroir, pensant qu'un congénère envahit son territoire. Donc le test du miroir, c'est l'ébauche d'une conscience de soi chez certains animaux, mais c'est un test qui est imparfait parce qu'il ne marche qu'avec des animaux visuels. Les animaux qu'on connaît comme étant très intelligents ne répondent pas au test du miroir. Enfin, l'intelligence et la conscience se développent aussi dans les cultures animales, qu'on ne va pas développer aujourd'hui ici, mais qui sont extrêmement complexes. On peut montrer que certains animaux céphalisés sont capables d'utiliser des outils, d'obéir à des règles générales, d'avoir une proto-morale, des proto-langages, des proto-esthétiques, préférer certaines couleurs, certaines formes, etc. Toute une série de travaux très intéressants sur l'intelligence animale que je ne développerai pas, mais auxquels on pourra répondre dans vos questions. Voilà, donc ce que je vais vous dire, pour placer un peu ces notions d'animal, de souffrance, de conscience, et évidemment, ils peuvent être traités dans deux domaines dont je ne suis pas compétent du tout, qui est l'histoire et le droit, et je passe la parole maintenant à mes collègues. Donc, je suis Anne-Claire Lemellini de Reclaine. Je suis malheureusement toute seule aujourd'hui, bien que n'ayant pas rédigé cet ouvrage toute seule, puisque je l'ai rédigé avec Catherine Mercier, qui est une juriste que j'ai rencontrée à l'association, la fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Et donc, si j'ai mis le logo de cette fondation aujourd'hui, c'est parce que cet ouvrage était à l'initiative, en fait, de cette association, puisqu'il y avait déjà eu un ouvrage concernant le droit de l'animal qui avait été rédigé par Suzanne Antoine, qui faisait partie, je ne sais pas si elle en fait encore partie, de cette association. Elle est toujours active. Elle est toujours active. Donc cet ouvrage est sorti en février dernier, donc édité chez LGDJ, donc la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. L'idée en fait de la LFDA était de faire un état des lieux des réglementations existantes autour de la protection de l'animal. Donc Catherine Mercier travaillait à l'époque en tant que juriste de la LFDA. Elle a un parcours très prestigieux, donc après avoir fait des études de droit à la Sorbonne, elle a complété son cursus par un séjour à l'université de Cornell aux États-Unis et s'est spécialisée vraiment sur le droit des animaux. Et donc au cours de mes rencontres avec Catherine, nous avons beaucoup échangé, puisque moi j'ai une approche vraiment de terrain de la réglementation en matière de protection animale. Et c'est au sein de la LFDA qu'on a initié donc, ce projet d'ouvrage concernant le droit de l'animal. Donc moi, pour me présenter, je ne suis pas juriste, je suis vétérinaire de formation, je suis sortie de l'école de Lyon en 2003. Et puis, donc je suis rentrée directement dans l'administration, qu'on prenait par là le ministère de l'Agriculture, avec pour idée de m'occuper d'ores et déjà de protection animale, puisque j'avais fait ma thèse d'exercice vétérinaire sur le crime alimentaire ou les raisons de consommer de la chair animale. J'ai commencé mon parcours de carrière sur le terrain, donc en tant que chef de service protection et santé animale
en Île-de-France, qui m'a vraiment permis d'appréhender les réglementations, de les mettre en œuvre, de dresser un certain nombre de procès-verbaux, d'utiliser des mesures de police administrative également. Et ça m'a vraiment permis d'appréhender d'emblée cette réglementation relative à la protection animale, puisqu'en Île-de-France, on est vraiment sur des thématiques de protection animale et pas vraiment de santé animale. Bon, j'ai complété ma carrière par un passage en administration centrale à Paris, donc au siège du ministère, ce qui m'a permis également, là, pour le coup, d'appréhender la réglementation du point de vue de son élaboration. Donc j'ai pu participer à un certain nombre de négociations de textes européens à la Commission européenne à Bruxelles concernant justement la protection de l'animal, et j'étais spécialisée à l'époque sur les poulets de chair, avec la fameuse directive sur la protection des poulets de chair. Et donc je finis de compléter ce parcours par... là, je suis en train de terminer une thèse universitaire, toujours sur cette thématique du bien-être animal, pas en droit, vraiment en me recentrant plus sur l'évaluation des méthodes de bien-être animal, et également sur les aspects sociologiques, comment arriver à convaincre les éleveurs de mettre en place les mesures relatives au bien-être des animaux, comment finalement faire en sorte que les gens appliquent cette réglementation qui est parfois contraignante. Donc moi j'avais cette approche de terrain en tant que contrôleur, et c'est tout l'intérêt de cet ouvrage, parce que c'est vrai qu'on a voulu vraiment insérer au sein de cet ouvrage de droit. Quand on vous parle d'ouvrage de droit, en général les gens se disent ça va être peut-être un peu rébarbatif. On a vraiment essayé de mettre un peu d'exemples de terrain, d'expliquer la réglementation, les bases scientifiques de la réglementation. Je souris parce que j'ai un féru juriste à côté qui n'approuve pas forcément mes propos, mais c'est pas grave. Alors, ce que n'est pas ce livre. Donc, le droit de l'animal, l'objet n'est pas de poser la question de la problématique du droit des animaux. Est-ce qu'il faut donner des droits aux animaux ou pas? Ce sujet philosophique et éthique, nous n'avons pas voulu l'aborder. Comme je vous l'ai dit, le but, c'était vraiment plutôt de poser les règles, établir un état des lieux de la réglementation. Donc, il y a une présentation très générale de la façon dont sont élaborées les réglementations, mais il n'y a pas du tout de droit comparé entre les différents pays, etc. Donc, je vais vous faire une petite présentation assez sommaire de cet ouvrage. Alors, on va laisser pour le moment sur cette diapo-là. Vous avez, c'est un ouvrage qui est conçu en 3 parties, avec une toute première partie qui est une introduction au droit de l'animal, où nous avons listé les différentes sources de droit et les acteurs publics et privés. Donc, partant bien évidemment de l'échelon international jusqu'à l'échelon national, en mentionnant l'évolution des régimes juridiques de l'animal, avec notamment un petit focus sur l'animal être sensible, qui a été reconnu par le Code civil comme être sensible en 2015. Je rappelle qu'au niveau du Code rural, l'animal était déjà reconnu être sensible depuis la loi du 10 juillet 1976, qui a été la loi qui a permis la fondation du Code rural. La deuxième partie, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Nous nous sommes intéressés au régime juridique de l'animal approprié, en sectorisant donc tous ces animaux appropriés. Les animaux domestiques, les animaux de rente, le transport, l'abattage, l'élevage de ces animaux de rente, l'animal d'expérimentation et enfin les animaux utilisés à des fins de divertissement. Alors au niveau, je ne vais pas vous lister tous les chapitres, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter quelques petites anecdotes, puisque c'est vrai que quand on commence à rédiger ce genre d'ouvrage, même si j'avais déjà des connaissances de terrain, on apprend énormément de choses qu'on ne connaissait pas. Donc je vous livre des petites anecdotes intéressantes. Alors, au niveau, par exemple, des obligations des propriétaires de carnivores domestiques, concernant la divagation, savez-vous que tout chien est considéré en état de divagation s'il est situé à plus de 100 mètres de son propriétaire, alors que pour les chats,
Il s'agit des chats non identifiés qui sont situés à plus de 1000 mètres de leur domicile ou à 200 mètres d'habitation. Donc vous voyez, on peut déjà commencer à s'y perdre, hein. Pour les chiens, ça concerne tous les chiens. Pour les chats, ça concerne les chats non identifiés. Nous avons bien évidemment listé dans cet ouvrage toutes les obligations, hein, qui incombent aux propriétaires d'animaux domestiques, la bientraitance, l'obligation d'identification, la divagation. Je dois ajouter également que nous étions contraints par un nombre limité de pages et de mots du fait que cet ouvrage rentrait dans une gamme bien spécifique, hein, la gamme système. Et c'est vrai qu'on a été très frustrés avec Catherine, parce qu'à chaque fois on a voulu vraiment être exhaustive, et on a été obligé à la fin de vraiment raccourcir un certain nombre de chapitres qui étaient très intéressants pour nous. Alors je vous le disais en préambule, nous avons essayé de rendre un peu plus attractif ces réglementations, et surtout de nous baser, de rappeler parfois les fondements scientifiques des réglementations. Alors, par exemple, pour les animaux de rente, donc, la réglementation européenne en termes d'animaux de rente est construite de la sorte. Vous avez une directive générale, qui est la directive 98/58, qui s'applique à toutes les espèces, et puis vous avez des directives spécifiques, 4 directives spécifiques concernant les animaux élevés de manière intensive. Alors par exemple, savez-vous pourquoi en élevage intensif de porcs, on met en place ce style de ce qu'on appelle des jouets pour les animaux? Donc une personne novice qui ne connaît pas la réglementation, voire les éleveurs, hein, au départ quand cette réglementation est sortie, un certain nombre d'éleveurs nous disaient « mais rendez-vous compte, maintenant on est obligé de mettre des jouets pour les porcs ». Eh bien, nous avons rappelé dans notre ouvrage que si il est nécessaire de mettre des jouets dans les élevages intensifs, c'est parce que le porc, en conditions naturelles, passe plus de 8 heures par jour à fouir, à chercher sa nourriture, et c'est un besoin comportemental pour cette espèce. Vous voyez, fouir, mâchonner, renifler, c'est vraiment des choses qui sont primordiales pour ces animaux-là, et c'est pour ça que c'est dans la réglementation. Je vais faire un autre parallèle. C'est vrai que pour la réglementation sur les veaux également, elle est très problématique au niveau des éleveurs, parce qu'on a demandé à mettre les veaux dans des cages. Alors s'ils sont en cage individuelle, il faut que ces cages soient ajourées pour qu'ils puissent voir leurs congénères. Eh bien c'est pareil, c'est pas forcément pour embêter les éleveurs qu'on a mis ça en place, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'études scientifiques qui ont montré que pour les veaux, c'était vraiment un besoin vital presque de pouvoir avoir des contacts physiques avec leurs congénères. Donc ça, c'est des exemples par rapport à tout ce qui est élevage. Nous avons bien évidemment abordé les thématiques du transport, de l'abattage des animaux, qui sont des réglementations européennes. Les contrôles, bien évidemment, sachez qu'on a des contrôles nationaux, mais également des contrôles qui sont faits par un office de la Commission européenne, qui s'appelle l'OAV, l'Office alimentaire et vétérinaire, avec un certain nombre d'inspecteurs. Donc quand vous êtes, comme moi, vétérinaire inspecteur dans votre pays, vous n'avez pas tous les pleins pouvoirs, hein. Vous êtes censé faire appliquer une réglementation, mais vous pouvez aussi avoir des inspections d'inspecteurs qui vérifient que vous faites bien votre travail. Nous avons bien évidemment abordé aussi l'animal d'expérimentation. Alors, très rapidement, je voulais revenir sur la règle des 3 R, qui est finalement la clé de voûte de la réglementation concernant l'expérimentation animale, avec donc les fameux 3 R. La règle est de remplacer, donc remplacer le modèle animal par d'autres modèles quand c'est possible. Vous avez par exemple des modèles informatiques qui sont utilisés, ou bien des techniques in vitro. Réduire, donc c'est réduire le nombre d'animaux qui vont être utilisés pour les expérimentations. Et puis raffiner. Alors raffiner, il s'agit de trouver des points limites pour faire en sorte que les animaux souffrent le moins possible au cours des expérimentations. Ça comprend également le volet enrichissement. Ce qu'on appelle l'enrichissement, c'est le fait de mettre à disposition de ces animaux
un certain nombre de matériaux à disposition pour qu'ils puissent assouvir des besoins comportementaux. Donc, vous voyez, là, par exemple, on leur met des choses qui leur permettent de se cacher, qui leur permettent d'aller chercher leur nourriture. Donc ça, ces techniques d'enrichissement, d'ailleurs, ne sont pas utilisées uniquement dans le domaine de l'expérimentation animale, hein, dans les parcs zoologiques, par exemple. Hein, vous avez un certain nombre d'efforts qui sont faits pour permettre aux animaux de chercher leur nourriture et pour les occuper un minimum également. Nous avons abordé de manière très anecdotique les animaux utilisés à des fins de divertissement, sachant que la ligne qu'on s'était donnée au début de la rédaction de cet ouvrage, c'était la protection individuelle de l'animal. Les réglementations relatives aux zoos, en général, parlent plutôt de protection de l'espèce, alors que nous, on a vraiment voulu se focaliser sur la protection individuelle de l'animal. À titre d'anecdote, néanmoins, sachez qu'il est du pouvoir des municipalités de pouvoir interdire les animaux, les cirques, avec des animaux sauvages, par exemple, au sein de leur commune. C'est le choix qu'ont fait des municipalités comme Chartres en 2016, Ajaccio, Montreuil, dès 2008, avaient décidé d'interdire l'implantation de cirques présentant des animaux sauvages sur le territoire de la commune. C'est également une décision qui peut être faite à l'échelle du pays. Vous serez peut-être étonné de savoir qu'au monde, on a quand même 23 pays qui utilisent totalement l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques. Et notons que la Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas, la Grèce et Malte ne veulent absolument pas ce type de spectacle sur leur territoire national. Donc ça, c'était pour la partie faune sauvage captive. J'en viens à la dernière partie de l'ouvrage qui traite du régime juridique de l'animal sauvage, donc l'animal qui n'est pas approprié. Vous y trouverez donc un certain nombre de conventions internationales. Nous avons bien évidemment listé toutes les chartes de protection internationale de l'animal sauvage, l'interdiction de la chasse à la baleine, par exemple, avec, pour anecdote, sachez que la Cour internationale de justice a sanctionné le Japon, qui utilisait des prétextes scientifiques pour perpétuer la chasse à la baleine. La chasse à la baleine à des fins commerciales est interdite depuis 1986. En me rencardant un petit peu sur Internet juste avant de venir, je me suis dit où en est-on finalement sur cette histoire de chasse à la baleine. Je me suis rendu compte que encore cette année, alors le Japon a été sanctionné l'an dernier par la Cour internationale de justice qui lui a demandé d'arrêter de délivrer des autorisations pour ces abattages soi-disant scientifiques. Eh bien ça continue quand même. Début 2017, en janvier 2017, il y a encore un certain nombre de reportages qui ont montré que la chasse commerciale de la baleine continuait au Japon. Et puis, nous avons réduit le zoom, bien évidemment. Nous avons balayé la protection européenne et nationale de l'animal sauvage avec la directive oiseaux, la directive habitat. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'animal sauvage, en général, c'est plutôt l'espèce qui est considérée et moins l'individu. Sachez néanmoins que quand on cherche bien, on a un règlement sur la protection des phoques en Europe qui interdit la mise sur le marché de produits dérivés du phoque. Et l'interdiction de cette mise sur le marché invoque le fait que les phoques sont des animaux sensibles qui peuvent ressentir de la douleur, de la détresse, de la peur et d'autres formes de souffrance. Donc on commence à avoir quand même une déclinaison, protection individuelle de l'animal, même au niveau de l'animal sauvage. Enfin, nous avons abordé la réglementation relative à la chasse et à la pêche de loisirs. Alors, petite anecdote encore, sachez que nous avons fini de rédiger notre ouvrage, nous devions finir de le rédiger en septembre 2016, et puis en août 2016 tombe la loi sur la biodiversité. Donc, je passe sous silence le stress quand il faut absolument qu'on rende un ouvrage et puis qu'il y a toute une loi sur la biodiversité qui tombe.
Néanmoins, retenez qu'avec cette loi sur la biodiversité, le terme de nuisible doit être banni des textes. Alors, dans les textes du ministère de l'Environnement, ce terme existe toujours, puisqu'il faut procéder à un toilettage, bien évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. C'est pour ça que j'ai encore laissé ce terme de nuisible, mais sachez que depuis cette fameuse loi d'août 2016, les termes de nuisible et malfaisant ne doivent plus être utilisés. Juste pour votre information, en termes d'animaux nuisibles, vous avez 3 types d'animaux nuisibles. Les animaux nuisibles qui sont classés nuisibles au niveau du territoire national, parce qu'il peut s'agir d'espèces invasives, le cas du raton laveur ou de la bernache du Canada. Vous avez des animaux nuisibles de groupe 2 qui peuvent être classés nuisibles au niveau des départements, et en général, ils sont classés nuisibles pour 3 ans. Par exemple, le renard, les corvidés. Et puis, vous avez des animaux nuisibles qui peuvent, au bon vouloir du préfet de département, être classés ou pas nuisibles. Donc, il s'agit des espèces chassables, lapins de Garenne, palombes et puis sangliers. Pour faire le lien avec Éric Baratet, retenez cette distinction entre animal approprié, c'est la protection individuelle de l'animal qui est en jeu. Animal sauvage, c'est la protection de l'espèce et on commence à avoir un peu de protection individuelle. Je te laisse la parole par rapport au diplôme. Sur le diplôme, vous avez dû comprendre à la présentation d'Anne-Claire, pour ceux qui le connaissent, ce diplôme, vous avez des plaquettes qui sont disponibles un petit peu partout. Le diplôme d'établissement dans la protection animale de la science au droit est bâti, c'est pas une surprise puisque c'est Anne-Claire qui l'a construit en termes pédagogiques, il est bâti sur le même modèle que cet ouvrage, c'est-à-dire un temps autour de l'animal approprié, un temps autour de l'animal sauvage et de l'animal d'expérimentation, et puis les commensaux, etc. Puis par ailleurs, je rebondis sur ce que dit la présentation d'Anne-Claire pour annoncer le fait que nous allons continuer à travailler autour de ce sujet du droit de la protection animale, du bien-être animal, enfin vraiment plutôt de la protection animale, en organisant un petit peu plus loin d'ici, à Paris Orsay, à Paris Sud, une conférence au dernier trimestre 2017 autour de ce sujet du droit de la protection animale et de l'histoire du droit de la protection animale aussi, en élargissant encore un petit peu le spectre, en faisant intervenir différentes disciplines pour réfléchir à ce sujet. Et puis dernière chose, je ne sais pas si c'était un appel du pied que tu faisais tout à l'heure, mais moi je pense, comme l'a dit Anne-Claire, que le modèle de publication de la collection Système est trop limité par rapport à la richesse du sujet du droit de l'animal, ou plutôt même du droit des animaux, des droits des animaux. Et donc, avec mon collègue Stéphane Lavigne, qui est maître de conférence à Paris Sud, nous souhaitons, en associant Anne-Claire et Catherine Mercier, donc le co-auteur de cet ouvrage, nous souhaitons dès à présent retravailler à partir de cette base qui est très riche, mais la retravailler, la recompléter, l'approfondir, approfondir l'analyse des jurisprudences, les insérer dans l'ouvrage, détailler, reconstruire aussi l'historique, pour aboutir à non pas une nouvelle édition, puisque Système n'acceptera pas une nouvelle édition plus épaisse, mais à soumettre d'ici 1 an, 2 ans, dans une autre collection. Voilà. Donc le droit de l'animal continuera à être étudié et à être documenté, notamment par Anne-Claire. Je veux bien. Oui, je veux bien. Et continuera à évoluer, je pense, voilà. Vu les exigences de la société. C'est ça. Moi, j'ai juste, c'est pas une question, puisqu'on a dit les questions, on les poserait tout à l'heure, mais juste un complément de ta part. Est-ce que tu as identifié, quand vous avez travaillé avec Catherine Mercier, est-ce que vous avez identifié des difficultés particulières à traiter le sujet, c'est-à-dire des problèmes de documentation, d'accès aux sources, d'analyse, et puis le fait aussi qu'en termes bibliographiques, la bibliographie n'est peut-être pas très riche. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez Non, en termes d'accès à l'information, c'était pas vraiment un gros problème. Vraiment, nous, le problème majeur, c'est que l'ouvrage, au départ, il faisait 2 fois ce qu'il fait là, actuellement.
Et mine de rien, on dirait pas comme ça, mais c'est difficile aussi de faire des choix quand il faut se dire bon bah on va réduire tel ou tel chapitre. Je vois pas pourquoi. Bien évidemment, avec Catherine, on s'est réparti la rédaction de l'ouvrage en fonction de nos profils. Mais c'est vrai qu'après, on a tout mis ensemble, on a travaillé totalement en collaboration. Mais parfois, ça tire un peu quand c'est sa partie qu'on a rédigée et qu'on se dit bon bah c'est toi qui dois réduire, voilà. Mais tout ça est de l'organisationnel, c'est rien de bien méchant. Très bien. Eh bien, merci, puis félicitations à nouveau pour cette publication. Donc, professeur Baraté, qui va nous parler à son tour de son ouvrage Biographie animale, Des vies retrouvées, qui est lui aussi tout frais, donc avec quelques illustrations qui sont ici. Voilà. Merci. Alors, c'est un ouvrage bien différent de celui qu'on vient vous présenter, mais en même temps qui rentre dans toute cette réflexion contemporaine sur les animaux. Il vaudrait mieux dire effectivement les animaux que l'animal, puisqu'on découvre de plus en plus la diversité de ce monde animal. Alors, l'origine de cet ouvrage, en fait, vient de mon parcours. Je travaille depuis longtemps, alors moins longtemps que Georges Chapoutier, mais enfin presque, depuis longtemps sur les animaux, ça ne nous rajeunit pas. Et pendant longtemps, j'ai travaillé, comme beaucoup, du moins comme la plupart de ceux maintenant qui travaillent là-dessus, sur le côté humain, ce que j'appelle le côté humain des animaux, c'est-à-dire la manière dont on les pense, la manière dont on les représente, la manière dont on s'en sert, dont on les utilise, etc. C'est le versant humain des relations finalement entre les hommes et les animaux. Et puis à la fin des années 2000, je me suis aperçu que finalement, c'était très intéressant tout ce qu'on faisait là-dessus. Il y a eu beaucoup de travaux d'historiens, d'ethnologues, de sociologues, et il y en a de plus en plus maintenant. On a maintenant de la peine à suivre la bibliographie, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Là, ça devient difficile. Mais la plupart d'entre nous, donc, on travaille sur cette approche-là, cette approche humaine. Et donc, il y a une dizaine d'années, je me suis dit que ça posait un problème, puisque on apprend beaucoup sur les hommes, on sait de plus en plus comment ils pensent les animaux, comment ils les utilisent, etc., etc. Et finalement, on ne sait pas grand-chose des animaux. Et finalement, on a créé un espèce de trou noir au centre du propos. Les animaux, on tourne autour, mais on ne va pas jusqu'aux animaux eux-mêmes. Et il y a des livres... sans être, c'est pas du tout une critique, mais si vous prenez par exemple le très beau livre de Michel Pastoureau sur l'ours, qui a une dizaine d'années, c'est un livre excellent, il n'y a aucune critique de ma part, mais quand on a fini l'ouvrage, on sait tout sur ce que les hommes ont pensé des ours, mais on ne sait rien sur les ours dans l'histoire. Et donc, ça m'a paru, il y a une dizaine d'années, un gros problème. Alors, cela... quelqu'un comme Robert Delors, en 1984, l'avait déjà proposé, dans un livre qui s'appelle « Les animaux ont une histoire ». Il avait déjà proposé cette idée de vraiment faire une histoire des animaux. Et puis, ça a disparu, ça n'a pas imprimé à l'époque. Lui-même n'est pas allé très loin dans cette direction, parce qu'après, il est parti plutôt dans une histoire de l'environnement. Et encore, il y a 15 ans, on ne voyait pas de toute façon comment faire. Aussi bien du côté des ethnologues que des historiens que des sociologues. Oui, passer du côté des animaux, mais comment ? Et en fait, ce n'est que très récemment qu'on commence à comprendre comment faire. Et cet ouvrage, finalement, s'inscrit dans ce renversement, c'est-à-dire essayer de faire une histoire du côté des animaux, pas simplement une histoire du côté des hommes, mais aller de l'autre côté, à la fois pour mieux comprendre les animaux, et puis pour mieux comprendre finalement les relations de ces animaux avec les hommes. Et finalement, quand on regarde les documents,
Alors ça, c'est quelque chose qui ne nous apparaissait pas autrefois, mais quand on regarde les documents, on s'aperçoit que les hommes du 19e siècle, du 18e siècle, ont regardé leurs animaux et ont été obligés d'en tenir compte. Les mineurs sont obligés, la plupart du temps, de tenir compte de leurs chevaux. Sinon, leurs chevaux travaillent moins bien, tombent malades, dépriment, et ça se ressent évidemment sur le travail qu'ils fournissent. Et donc on a toute une série de documents qui partent finalement de la manière dont les animaux se comportent. Mais ces documents, souvent on les connaissait, mais on ne voyait pas tous ces indices. Je cite toujours cet exemple d'un vétérinaire d'école de Lyon, Louis Furcy-Grunier, qui a officié entre la Révolution et les années 1840. Et dans les années 1820, il va se promener dans les monts du Lyonnais, et au moment même où les paysans des monts du Lyonnais convertissent leurs vaches à la production laitière pour vendre le lait à Lyon. Et il a des pages absolument extraordinaires sur la manière dont ces vaches réagissent et la manière dont les paysans sont obligés d'en tenir compte, soit en rusant, soit en leur donnant des récompenses, soit en faisant des compromis. Et ces pages absolument extraordinaires, elles étaient lues, elles étaient connues, mais personne finalement ne voyait ce qu'on pouvait en faire. Et lorsque j'ai sorti l'ouvrage précédent qui s'appelle Le point de vue animal, j'ai eu une lettre de Bernard Denis, professeur à l'école, maintenant il est à la retraite, ex-professeur à l'école vétérinaire de Lyon, me disant « Mais cet ouvrage, je le connais bien, je n'y ai pas vu le passage dont vous parlez. » Il a fallu que je fournisse les pages, et il est retourné voir, autrement dit, il y avait tout, mais on ne voyait rien. Et donc, j'ai fait ce premier ouvrage, donc Le point de vue animal, une autre version de l'histoire, en essayant de prendre des exemples historiques, les chevaux de mine, les vaches laitières, les chiens de compagnie, les animaux dans la Première Guerre mondiale, et puis j'en oublie un, je ne sais plus, le taureau de corrida, pour voir comment ça se passait du côté des animaux dans ces phénomènes historiques, alors phénomènes créés par les hommes, où les animaux sont évidemment totalement dépendants des hommes. Ça n'empêche pas que dans cet univers de dépendance, il y a des réactions animales, et ça n'empêche pas que les hommes en tiennent compte. Et qu'on a finalement beaucoup de documents humains dans lesquels on a des consignations de ces réactions animales. Alors, des consignations plus ou moins bonnes, tout dépend de l'auteur. Il y en a qui ne voient pas grand-chose, il y en a qui voient très bien. Dans ceux qui voient très bien, il y en a qui le disent un peu, il y en a qui le disent beaucoup. Il y a comme ça toute une série de filtres qui font que on est évidemment dépendant de ces témoignages. Alors, dans le point de vue animal, j'étudiais des groupes, et puis l'idée m'était venue aussi d'aller jusqu'à des individus. Alors, à l'époque, dans le point de vue animal, j'avais écrit 2 biographies pour justement achever le processus en disant on peut partir de groupes, mais on peut aussi se demander ce qui se passe du côté des animaux. Et j'avais donc écrit la biographie de la girafe dont je vous parlerai, et puis la biographie du taureau Isléro. Et c'est des problèmes d'éditeur, l'éditrice nous les a refusés. Alors qu'elle était très sensible à la question, elle avait accepté le sujet du point de vue animal, mais là elle m'avait refusé en me disant on ne peut pas publier un truc pareil. Bon, elle avait la butée, manifestement. Donc j'avais retiré les 2 biographies en me disant je ferai un livre après, plus tard. Et donc c'est ce que j'ai entrepris ensuite, en profitant du fait que l'éditrice qui avait accepté le point de vue animal était partie du seuil, et remplacée par une personne qui tout de suite m'a dit oui, ça m'intéresse. Et pour vous montrer justement à quel point on est dépendant évidemment des hommes, l'éditrice, la première, avait buté sur la biographie du taureau Isléro, et c'est la biographie du taureau Isléro qui a convaincu celle-ci de publier cet ouvrage. Comme quoi, on peut faire la même chose et puis avoir des réactions totalement différentes.
Et donc l'idée là, c'était de prendre quelques individus et d'essayer de voir leur vécu et même leur point de vue, en reprenant cette idée de point de vue. Le point de vue géographique, c'est-à-dire essayer de se mettre à côté de l'animal pour voir ce qu'il vit, et puis essayer d'atteindre aussi ou d'approcher le point de vue psychologique, ce qu'il ressent. Alors, j'ai pris une dizaine d'animaux pour pas que ça fasse litanie, des animaux très différents. Hein, voilà le plan du livre. On peut peut-être essayer de l'élargir un petit peu. Voilà. Donc, le plan du livre, avec 4 parties. Donc, les 2 premières plus méthodologiques. La première, c'est restituer des existences et essayer de montrer comment on peut reconstituer des vies, mais vraiment des vies du côté des animaux. Des biographies d'animaux, on en a plein depuis la fin du XVIIIe siècle. À la fois des biographies d'animaux fictifs, hein, si vous pensez à la comtesse de Ségur et les mémoires d'un âne, et puis des biographies d'animaux réels. Mais ces biographies d'animaux réels, ce sont souvent des biographies humaines. Là aussi, on est du côté humain de l'animal. Et on va nous parler de la manière, par exemple, sur la girafe de Charles X, il y a eu 3 ouvrages, 3 biographies sur cette girafe, mais qui évoquent tous le côté humain, hein, c'est-à-dire l'émotion qu'elle a déclenchée, la mode, les dames qui se coiffaient à la girafe, qui s'habillaient à la girafe, on valsait à la girafe, il y avait des opéras, des pièces de théâtre, la vaisselle. Donc c'est tout ça qui a intéressé les historiens. C'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de voir comment l'animal vit sa vie ou vit la tranche de vie pour laquelle on peut avoir des documents. Alors, dans restituer des existences, donc j'ai pris 2 exemples. Cette girafe de 1827 qui arrive à Marseille, qui est offerte par le pacha d'Égypte et qui va jusqu'à Paris à pied. Hein, elle est offerte, elle va finir ses jours à la ménagerie du Jardin des Plantes. Vous avez là le seul tableau à peu près réaliste de ce voyage. Il a été pris par un peintre régional de la région d'Auxerre. Là, le cortège est en train de grimper le Morvan, hein, de prendre les premières pentes du Morvan. Il n'est pas passé par Dijon, c'est après Beaune. Il suit à peu près l'autoroute actuelle. Et donc, vous avez un cortège. C'est pas tout à fait réel, ne serait-ce que par le fait qu'on nous présente des Noirs alors qu'en fait c'était des Égyptiens. Mais pour les Occidentaux de l'époque, un Africain est noir obligatoirement, donc on les a représentés comme ça. Mais ce qui est important, c'est quand même de la voir. Là, on la voit quasiment, elle a une longe en fait, la plupart du temps, elle en avait 2. Le point important, c'est ces vaches qui sont devant, les vaches laitières, qui vont avoir un rôle absolument fondamental pour la survie de cette girafe. Alors le point important, c'est qu'on trouve des documents, humains évidemment, mais on trouve des documents, notamment des rapports de naturalistes, de 2 naturalistes de l'époque, qui ont relativement bien vu. Et si on croise leurs documents, ce qu'ils disent avec le savoir éthologique actuel, ben on voit pas mal de choses. Alors, d'une manière limitée, on doit voir peut-être 20 ou 30% de ce qu'a vécu la girafe, mais c'est toujours mieux que rien. Et finalement, en comprenant ce qu'elle vit, on comprend mieux aussi la relation avec les hommes, et notamment on comprend mieux les incompréhensions, hein, les ajustements, notamment les incompréhensions alimentaires, ou les ajustements sur le comportement, etc. Et on voit bien que c'est une espèce de rencontre entre 2 mondes, où la girafe, en tant que représentant d'une espèce exotique africaine, rencontre des Occidentaux, d'abord les Marseillais, en tant que représentants des Occidentaux, des hommes et des Occidentaux, et on a une véritable rencontre entre 2 mondes. Le deuxième exemple sur lequel je passe vite, c'est un cheval de la Première Guerre mondiale, pour lequel son maître, Jack Selly, que vous avez ici, a consacré un chapitre dans un livre de souvenirs, puis ensuite une biographie. Alors dans cette biographie, à 80%, il parle de lui. Hein, c'est plutôt moi et Warrior. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est inverser. C'est Warrior et éventuellement les autres, Jack Selly, mais aussi les autres hommes ou les autres animaux.
Deuxième partie, ça a été ressentir des expériences, c'est-à-dire essayer là de tendre vers un point de vue psychologique avec toutes les limites, évidemment, en prenant deux exemples. Donc Modestine, l'âne de Stevenson, et Stevenson vous connaissez peut-être le livre de Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes. Alors on n'a pas de portrait de Stevenson, de Modestine. Il a beaucoup dessiné les paysages qu'il rencontrait, il n'a jamais pensé à dessiner Modestine. Ça, c'est la gravure qui a été faite pour la première édition de l'ouvrage. Bon, la représentation de Modestine n'est pas fiable, hein, mais enfin bon, c'est quand même cela. Alors, il a tenu cet ouvrage, mais cet ouvrage est en fait un résumé d'un journal qu'il a tenu jour par jour, et il est intéressant de confronter les deux textes, parce qu'il y a des informations qui ne sont pas dans l'un, mais qui sont dans l'autre, et inversement. Et alors, ces deux textes, je les ai croisés avec les cartes géographiques de l'époque, avec les guides géographiques de l'époque, avec les traités d'élevage des ânes de l'époque, etc., pour essayer de voir reconstituer l'environnement qu'elle a traversé durant cette douzaine de jours, de reconstituer les efforts, d'avoir une appréhension des efforts, et de comprendre bien ce qui se passe du côté de Modestine. Et le deuxième animal, on ne voit pas grand-chose, c'est Islero, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Islero, pour lequel on a 12 photographies. Ce sont les seuls témoignages sur Islero, dont celle-ci. Alors là, qui est tronquée, hein, la photo est plus large, on voit les hommes, qui représentent Islero mort, hein, c'est la dernière, après avoir blessé mortellement Manolette, l'un des plus célèbres toreros du XXe siècle. Donc on a 12 photographies où l'on voit Islero, et ces 12 photographies, finalement, elles peuvent servir de balise pour reconstituer sa corrida. Donc là, sa biographie, elle est réduite à une tranche de vie, même 20 minutes de vie, hein, puisqu'on n'a rien avant, et puis après, Islero, évidemment, est mort. Et donc en croisant ces photos avec ce qu'on sait en matière de corrida, avec ce qu'on sait en matière d'éthologie bovine, et bien là aussi on arrive à reconstituer sa corrida, à comprendre ce qui se passe. Hein, notamment le fait que c'est un petit taureau peureux qui n'a pas envie de combattre, qui est en plus presbyte. Donc lorsqu'il arrive vers les hommes ou vers les capes, il ne voit plus rien, il voit trouble, donc il se met à encorner, à donner des coups de corne dans tous les sens, ce qui en fait un taureau très dangereux. Les toreros n'aiment pas ce genre de taureau. Ce qu'ils aiment bien, c'est le taureau qui va tout droit. Hein, pour limiter, évidemment, un torero n'a pas du tout envie de mourir. Hein. Ça, c'est ce que disent l'égalité des chances et le jeu avec la mort. C'est ce que disent les aficionados en pantoufles sur les gradins. Hein. Mais le torero, c'est pas du tout ça. Il veut gagner sa vie et essayer de mourir dans son lit à 90 ans. Donc, avec tout ça, on peut... Donc ce taureau peureux et dangereux, Manolette l'a fait profondément châtier. C'est un taureau qui a beaucoup souffert. Et Manolette a fait une faute professionnelle. À la fin, on a une photographie où Manolette touche la corne du taureau. Et le taureau ne bouge pas. Et ça fait croire à Manolette que ce taureau ne bougera plus pour l'estocade. Et on a la photo de l'estocade. Et c'est une estocade très profonde, très, très lente. Et en fait, le taureau réagit, relève la tête et encorne Manolette. Les deux autres parties, pour aller vite, saisir une époque animale. Alors les deux premières parties sont plutôt, je voulais faire, sans que ça soit apparent, mais plutôt de la méthodologie, montrer comment on peut faire. Les deuxième et troisième parties, c'est plutôt une approche historique, c'est-à-dire avec ces individus, c'est bien beau de faire des biographies, mais une fois qu'on a fait les biographies, qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, on peut en faire beaucoup de choses, et notamment les utiliser pour une approche historique, et c'est le cas des deux parties. Première approche historique, c'est, avec ces individus, essayer de repérer des époques animales. On parle d'époques humaines, eh bien, il y a aussi des époques animales. En grande partie, pour les animaux apprivoisés ou capturés ou les domestiques, des périodes, des époques, imprimées par l'homme, obligées, mais que vivent ces animaux. Et là, j'ai pris donc le cas de deux chimpanzés importés en Occident.
Donc le chimpanzé consul qui a été importé aux zoos de Manchester à la fin du 19e siècle, et puis la chimpanzé Méchi, importée aux États-Unis par un naturaliste, voyageur, explorateur, chasseur d'animaux, etc., qui l'a amenée dans sa famille où elle a vécu quelques années. Et on a des textes, on a par exemple pour Consul, on a un texte qui a été écrit après sa mort, on a des photographies, on a par exemple ce memento, qui est tout à fait étonnant, où l'on voit donc à la mort de Consul, c'est le zoo qui fait publier ça. Ça nous rappelle les mémentos qu'on avait autrefois pour les morts, avec le liseré noir justement autour, et avec un petit texte en bas où l'on parle, on remercie Consul et on espère qu'il vivra, que son âme ira au paradis. Et c'était, comme il n'y a pas de petit profit, c'était vendu au public pour un penny, vous voyez, et ça, apparemment, ça a bien marché. Et donc, là aussi, en croisant ces documents avec le savoir éthologique actuel sur les chimpanzés, on voit beaucoup de choses. Des choses que ne voient pas, enfin, que ne comprennent pas forcément les gens de l'époque, mais qu'ils consignent quand même, ou des choses que les gens de l'époque comprennent plus ou moins bien. Et donc, ça permet de compléter, de contrôler, de croiser tout ça. Et on voit très bien comment Consul essaye, justement, on l'a fait venir pour être un chimpanzé savant, et on voit très bien comment il collabore à cela, pas forcément parce qu'il aime cela, mais avant tout, manifestement, pour sortir de sa condition de chimpanzé en cage, et qu'il préfère évidemment sortir de la cage, se promener dans le jardin avec un homme, donner à manger aux animaux, ça il adore donner à manger aux animaux, jeter des cacahuètes aux singes, il n'y a rien de mieux que ça, parce qu'il ne se considère pas comme un singe lui-même. Et du côté de Méchi, eh bien, on a des textes de la part de son maître, Henri Ravenne, des articles, on a des photographies, et puis on a un film en noir et blanc, muet, qu'il a tourné lui-même, un film de 40 minutes à peu près, qui aurait même été diffusé dans les salles Paramount dans le monde, donc aurait été vu d'une manière assez large dans les années 30, et où il met Méchi en représentation pour la montrer comme enfant de la famille. Et alors, entre les textes, le film, et puis des témoignages ultérieurs, notamment du fils Ravenne, eh bien là aussi on arrive à voir quel est le réel vécu de cet animal, qui n'est pas en réalité si intégré que ça dans la famille. Il y a beaucoup d'annonces de la part de Ravenne, et ce côté factice, on le voit dans le film d'ailleurs. Quand on sait que c'est factice, on le voit. Si on ne savait pas, peut-être qu'on ne verrait pas le détail là non plus. Mais quand on est prévenu, on voit, par exemple, à des moments, on essaye de jouer au ballon avec elle, on voit bien qu'elle n'arrive pas à attraper ce ballon. Il y a des choses qui l'étonnent. Donc ça veut dire des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire, alors qu'on nous fait croire qu'elle le fait régulièrement. Par exemple, jouer avec le garçon dans le lit, manifestement, ni le garçon ni le chimpanzé n'ont l'habitude. Mais l'idée, c'est de montrer que c'est un véritable enfant de la famille. Et alors, pourquoi ces deux chimpanzés-là? Parce qu'ils illustrent bien une époque, les années 1850-1950, où on a essayé, où on voulait humaniser les chimpanzés, comme on voulait occidentaliser les autres populations humaines, eh bien, on voulait humaniser les chimpanzés. Vous avez d'ailleurs un livre qui sort en France dans les années 1890, je suis en train d'oublier l'auteur, mais enfin, il propose de transformer les chimpanzés en domestiques, et qui remplacerait bien mieux les domestiques humains. En plus, il ne ferait pas de réclamation de salaire, enfin bref, ça serait tout à fait intéressant. On a un peu le même rêve à l'époque avec les chimpanzés qu'avec les robots maintenant. Et donc, il y a le point commun de ces deux vies, mais il n'y a pas que, il y a plein d'autres vies comme ça à la même époque, vie de chimpanzés, c'est cette idée d'humanisation, qui fait qu'on les habille à l'occidental, par exemple, on les fait manger à l'occidental, on veut qu'ils vivent dans les maisons, etc., etc. Je termine avec la dernière partie, penser les générations. Là aussi, l'idée, à partir du moment où il y a des époques animales, eh bien, les époques changent, et elles vont changer de génération en génération, donc il faut penser les générations animales, soit les générations biologiques,
d'un individu dans une famille, dans une lignée, soit les générations sociologiques, et c'est le cas ici, avec l'exemple des chiens. Et j'ai essayé de montrer avec 4 biographies comment le vécu des chiens a changé entre milieu 19e et nos jours, milieu 20e en fait. Pour montrer que nos chiens actuels n'ont plus grand-chose à voir avec les chiens du milieu du 19e siècle ou avec les chiens majoritaires du début du 19e siècle. Alors en prenant donc 4 générations de chiens, les premiers ce sont des chiens errants qui ont été célèbres à San Francisco et pour lesquels on a une 50aine d'articles de journaux. Des articles plus ou moins bons, avec plus ou moins d'indices, mais qui permettent quand même de montrer que ces chiens ont une vie qui n'a rien à voir avec nos chiens à nous. Ce sont des chiens qui vivent à côté des hommes, à San Francisco, mais qui ne veulent pas vivre avec les hommes. Ils ne veulent pas coopérer avec les hommes. Ils ont un comportement très dissemblable. Ils peuvent venir mendier, ils font la tournée des restaurants pour mendier, etc. Ils peuvent rendre service, entre guillemets, en chassant les rats, et en échange, on les nourrit. Mais la collaboration s'arrête là. Ce sont des animaux qui, s'il n'y a plus d'hommes autour d'eux, ils ne vivent pas l'anxiété de séparation comme nos chiens de compagnie maintenant. Et donc ensuite, alors il y a une deuxième génération, mais je n'ai pas d'illustration parce qu'il n'y en a pas de fiable. C'est le chien Pritchard d'Alexandre Dumas, qui est un chien de chasse, mais qui devient chien vagabond, ce qui n'est pas la même chose que chien errant. Ça, ce sont des chiens errants, de profession d'errance. Le chien vagabond appartient à un maître, mais il se promène. C'est un peu comme nos chats maintenant. On a encore toléré aux chats de faire ces vagabondages, alors qu'on ne le tolère plus pour les chiens maintenant. Et alors Pritchard, chien de chat, chien vagabond, devient aussi chien compagnon. Il est 3 choses en même temps, et ce sont des conditions qui sont devenues très minoritaires. Et puis ensuite le chien de Thomas Mann, Beauchamp, pour lequel Thomas Mann a écrit un petit livre, où il parle surtout de lui, Thomas Mann, mais là aussi on peut retourner le document, et en croisant avec l'éthologie canine actuelle, comprendre la situation de ce chien, alors qui vit avec les hommes, mais qui vit à moitié. Ce n'est pas le chien de compagnie tel qu'on connaît maintenant. Le chien de compagnie tel qu'on connaît maintenant est bien incarné par celui-ci, 4e, c'est Douchka, le chien de Colette Audry, un écrivain qu'on ne lit plus maintenant, et qui incarne tout à fait le chien de compagnie tel qu'on le connaît depuis les années 50-60. Et Douchka est à la fois un précurseur à l'époque par rapport à la France des années 50, précurseur et qui annonce la situation de nos chiens à nous. C'est un chien qui vit dans l'appartement, qui est très angoissé quand ses maîtres ne sont pas là, et là qui vit vraiment avec les hommes. Et les angoisses sont telles qu'il faut le traiter avec des tranquillisants, etc. Comme ça se fait maintenant beaucoup avec nos chiens, parce qu'ils sont devenus très proches de nous. Donc l'idée, c'était de montrer par ces biographies que le vécu, les comportements de ces chiens évoluent. Les difficultés, c'est surtout de trouver les bons documents, des documents où les hommes consignent des indices intéressants pour nous, que l'on va pouvoir traiter, utiliser avec l'éthologie actuelle. Ce qui fait que pour trouver ces 10 chiens, ces 10 biographies, j'ai dû lire au sens dépouillé du terme, parcourir peut-être une centaine de biographies d'animaux, une centaine de documents sur des animaux, et la plupart, en fait, ne sont pas intéressants, ne sont pas suffisants n'ont pas suffisamment d'indices, ne livrent pas suffisamment d'indices pour arriver à retrouver une vie intéressante. Et la plupart des documents, en fait, les gens parlent surtout d'eux. Toutes les histoires de mon chien et moi, etc., vous avez 90% sur moi, 10% sur le chien, et puis ça peut être plus ou moins bien vu. Et ça, au bout d'un moment, on voit si c'est plus ou moins bien vu. Donc la difficulté, c'est les documents. La difficulté aussi, c'est l'écriture, dans le sens où, quand on arrive aux biographies,
se pose obligatoirement la question de l'écriture. Comment rendre compte d'un être qui n'est pas nous, qui est très différent de nous. Alors, cette écriture, ces essais d'écriture, j'ai essayé de les faire surtout pour la deuxième partie, ressentir des expériences. Et l'écriture, évidemment, ça n'est pas, il ne faut pas être naïf, cette écriture n'a pas pour but de se mettre dans l'animal. C'est un jeu qui a pour but de décentrer le lecteur. On reste évidemment dans des univers humains, mais en jouant sur les écritures, c'est un univers humain décentré, bizarre, et qui aide le lecteur à comprendre qu'il est proche d'une autre vie, d'une vie qui fonctionne différemment. Par exemple, pour le Tero Islero, j'ai essayé de décrire d'une manière particulière, d'adopter des expressions différentes. Par exemple, le torero, oui, avec sa cape, de parler plutôt d'homme large, parce que le taureau va le voir comme ça, il va pas voir il voit évidemment qu'il y a un homme, mais il voit la largeur. On devine à peu près la manière dont les taureaux, c'est pas évident que ce soit exact, ou totalement exact encore, mais on devine à peu près la manière dont les taureaux voient. Donc en fonction de cette manière dont les taureaux voient, eh bien, on peut inventer un vocabulaire différent ou décrire la reine d'une manière différente en mettant l'accent, par exemple, sur les odeurs plutôt que la vue ou des choses comme ça. Et donc, ces jeux d'écriture, c'est pas du tout faire comme la comtesse de Ségur, faire de l'anthropomorphisme. C'est simplement essayer de décentrer le lecteur pour le dépayser, pour lui montrer qu'il y a d'autres existences, d'autres expériences, et c'est un moyen de le faire rentrer, lui faire, le sortir du chemin habituel. Alors, pour conclure, pour ne pas prendre trop de temps, pour conclure la suite, j'aimerais continuer un deuxième livre de biographie, mais sur une seule espèce, en travaillant les concepts de sociologie animale, sociologie entre animaux d'une même espèce et sociologie avec l'homme lui-même. Les concepts aussi d'ethnologie, c'est-à-dire qu'à la même époque, on se rend compte que un chien européen ne va pas vivre la même chose qu'un chien africain, qu'un chien japonais, etc. etc. Donc, tous ces aspects-là, essayer de les travailler à partir d'une race, d'une espèce, pardon. Alors, en fait, il n'y en a pas 36 pour pouvoir travailler comme ça. Il y en a, à mon avis, il y en a 3, les chevaux, les chiens et les chats. Alors les chiens, comme je les ai bien travaillés, je pense que je vais les abandonner. Les chevaux, c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de textes intéressants. On a beaucoup de textes, mais pas beaucoup de textes intéressants. Et je pense que je vais essayer de passer sur les chats. C'est un grand dilemme pour moi parce que je suis pas très chat, je suis plutôt chien. Il faut avoir aussi une affinité pour ça. Bon, il faudrait peut-être que j'adopte un chat, je sais pas. Mais voilà, donc peut-être faire des biographies sur les chats en essayant de montrer finalement qu'il y a une ethnologie, il y a une sociologie, il y a des comportements différents d'une époque à l'autre, d'un lieu à l'autre. Et donc il y a des cultures animales. Et ces cultures animales, elles sont à la fois inventées par l'animal lui-même, mais ces cultures animales au sens large du terme, c'est-à-dire qu'elles peuvent être aussi imposées par les maîtres, par les hommes. Et ce sera intéressant, par exemple, de voir les chats au Japon et les chats en Occident, et de voir s'il y a des différences en fonction, justement, des cultures humaines. Mais ces différences de culture humaine entraînent obligatoirement, du côté des chats, de la population chat, des différences de comportement, donc des différences de culture. C'est pas forcément, pas comme pour les animaux sauvages, les chimpanzés en liberté, qui peuvent faire des inventions et inventer leur culture. Là, ça va être plutôt une culture imposée ou déduite d'un environnement imposé, mais il y a quand même cette idée-là. Bon, mais ça, c'est pour plus tard, si j'ai le courage. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bien, je vous propose malgré tout de prendre quelques questions. Un petit quart d'heure de questions. S'il n'y en a pas, moi je vais vous en poser une. Professeur Baraté, tout à l'heure vous parliez d'époque animale, peut-être que sur chaque aussi d'ailleurs. Vous parliez d'époque animale tout à l'heure, en retraçant d'ailleurs l'évolution de ces époques dans le temps avec les quelques exemples animaux que vous avez utilisés. Selon vous, on est dans comment vous caractériseriez l'époque actuelle? On est dans quelle époque animale aujourd'hui? Ça dépend des espèces. Et des pays. Et ça dépend des pays. Voilà. Prenons quelques exemples. Alors, si on prend les chiens en Occident, on est dans une période tout à fait particulière, avec des chiens particuliers, dans un environnement particulier. C'est pour ça, alors, là, Georges va pouvoir rebondir. C'est le problème des éthologues qui, lorsqu'ils étudient les chiens actuels, ont souvent, alors maintenant ça commence à changer, mais ont souvent tendance à dire, voilà, j'étudie le chien avec un grand L et un grand C. Et en fait, non, parce que le chien occidental actuel, il n'a rien à voir avec le chien africain actuel, et le chien occidental actuel n'a rien à voir avec Bummer et Lazarus, ces deux chiens de San Francisco, n'ont pas du tout les mêmes comportements. Bummer et Lazarus, il y a des gens de San Francisco qui ont voulu les mettre dans leur magasin pour qu'ils fassent la chasse aux rats. Ils n'ont pas voulu être enfermés, ils ont saccagé le magasin. Donc c'est pas du tout ce qu'attendait le propriétaire. Et alors que, évidemment, nos chiens actuels n'ont pas cette tendance-là. Donc on a des animaux qui sont très différents d'une époque à l'autre. Donc même en Occident, je veux dire, les races de chiens, par exemple, même en Occident, ont un comportement à peu près commun. Il y a des chiens très intelligents, des chiens qui sont beaucoup moins. Donc il y a beaucoup d'études actuellement sur l'intelligence du chien, et il faut bien viser, parce que tous les chiens ne sont pas aussi intelligents que les autres. Bon. Il y a certains chiens qui comprennent, par exemple, plusieurs centaines de mots. D'autres chiens ne font pas ça. Oui, et ce qu'on découvre, pour rebondir, c'est la dimension individuelle des animaux. Tout à fait, voilà. Donc ce qui complexifie encore les choses, parce que par rapport à un modèle qu'on avait du chien intemporel qui aurait été comme ça depuis la domestication, bien, en fait, ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est que les chiens, ils évoluent, ils s'adaptent. Les animaux fortement céphalisés, disons, là, ce sont des vertébrés, les céphalopodes, ce sont des personnes, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire comme tu l'as montré, ils ont un tempérament, ils ont une individualité qui n'est pas celle de leurs voisins, et qui peut être même très différente, très différente. Et puis en même temps mesurer l'intelligence au nombre de mots compris. Non, mais là, c'est un exemple que j'ai donné. On peut montrer que certains chiens peuvent apprendre un grand nombre de mots et d'autres moins, mais je peux poursuivre, si vous voulez. Certains chiens distinguent le nom d'un objet, un os, un bâton, et l'action à effectuer, aller le chercher ou rester en signalement, c'est-à-dire la distinction entre le nom de l'objet et l'action à faire, c'est-à-dire un verbe. Et ils peuvent aussi éliminer, par exemple, si vous apprenez à un chien, ça c'est un os, ça c'est un bâton, il n'apprend pas le ballon. Et vous mettez devant lui un os, un bâton et un ballon. Il dit, il va chercher le ballon. Comme c'est pas les deux autres, il va ramener celui il va faire une déduction en quelque sorte. Bon, il y a toute une série de travaux actuellement là-dessus. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que, parce que je voulais rebondir aussi sur, pardon, je monopolise un peu. Je voulais vous poser à votre tour une question sur l'animalité, c'est-à-dire la définition de l'animalité. Et là, vous nous donnez un exemple. Alors, je sais que c'est pas le seul exemple de mesure des capacités, de la conscience, de l'intelligence, etc. de l'animal. Maintenant, en fait, pour mesurer l'intelligence de l'animal, on se demande à quel point il est capable d'être humain. Il y a des intelligences. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est pas toujours la référence à l'homme. Là, c'est une référence à l'homme, parce que ça nous intéresse bien sûr. Il y a toute une recherche qui cherche à savoir, est-ce que les animaux peuvent faire les mêmes choses que nous? Ça nous intéresse beaucoup. L'esthétique, la proto-morale, etc. Mais pas seulement. Il y a des recherches animales qui visent à l'animalité en tant que telle. Donc là, on pense au chien, parce que c'est un animal qui est très proche de nous. Mais par exemple, l'écolocation chez les animaux, d'autres, enfin, il y a des recherches qui visent à des intelligences spécifiques de l'animal que l'homme ne possède pas. J'avais une question profane à M. Chapelier. Vous avez parlé de la conscience de l'animal et Oui. de son inconscient. Est-ce que on sait si Alors. le mot Alors, inconscient, ça dépend ce que vous avez pensé inconscient. L'inconscient, c'est un terme qui a différentes significations. Je ne parle pas d'inconscient psychanalytique. Je parle d'inconscient lorsqu'il n'y a pas conscience. Et là, effectivement, on a de bonnes raisons de penser que, pour la moule, par exemple,
c'est assez probable que la moule n'a pas une conscience, autrement pas au sens où on entend la conscience aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de l'inconscience en psychanalytique, c'est un inconscient, absence de conscience. Par exemple, pour le biologiste, pour le neurobiologiste, durant le rêve, c'est pas l'inconscience, c'est une conscience partielle. Donc la définition de la conscience n'est pas la même pour les neurobiologistes et pour les psychanalystes. Donc alors oui, on ne sait pas très bien parce qu'on n'est pas dans la tête de l'animal, mais les arguments expérimentaux du comportement des animaux suggèrent qu'il y a un certain nombre de groupes animaux dont la conscience ne doit pas être très élevée. J'ai pris la moule comme exemple, parce que c'était un mollusque justement, même groupe que les céphalopodes, si vous voulez, mais les vers, etc. Donc on n'a pas une conscience très élevée, c'est assez probable. Il y a des discussions actuellement très compliquées pour l'abeille et pour certains crustacés. Alors je peux le dire en 2 mots, je ne sais pas si je peux parler de ça. L'abeille, par exemple, est capable d'apprendre une notion de rêve. Alors l'abeille, il faut voir que c'est un animal social, chez qui la société apprend beaucoup plus d'importance que l'individu. La colonie d'abeilles apprend plus d'insignification que l'individu lui-même. Mais l'abeille peut par exemple distinguer le haut du bas, des choses comme ça. Elle a cette capacité à faire des règles. Donc jusqu'où va sa conscience? La question se pose. Et puis pour les crustacés, il y a un auteur anglais qui s'appelle Elwood, qui a fait des choses très intéressantes sur les bernard l'ermite. Et donc le bernard l'ermite, c'est un animal qui vit dans une coquille de mollusque. Il aime bien certaines coquilles, il aime moins bien d'autres. Il préfère certaines coquilles. Et les chercheurs peuvent lui donner des chocs électriques pour l'éviter cette coquille. Et Elwood montre que c'est pas strictement arithmétique, que le bernard l'ermite, selon Elwood, il pèse l'intérêt de la coquille par rapport au choc électrique. Il va en quelque sorte effectuer une comparaison qui, selon Elwood, n'est pas une simple addition algébrique, mais qui est une réflexion qui va plus loin que cela. Donc ça pose la question, ici, d'une certaine forme de conscience aussi. Je suis à l'université d'Andeux, anthropologue, et moi ce qui m'intéresse par rapport à toute l'intervention va beaucoup m'intéresser, mais je me demande sur l'usage du terme de conscience, effectivement, je pense qu'il est très équivoque pour vous. C'est polysémique. Déjà, il y a la conscience religieuse, c'est encore autre chose. La conscience, c'est un terme polysémique, la conscience. Très polysémique, très chargé de connotation morale. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en serait de recherche qui porte sur peut-être une dimension du tout, alors pas plus neutre, c'est pas ça, mais qui déplacerait un peu le débat du côté de la perception, c'est-à-dire quelle perception on a de son environnement. Il y a toutes sortes de recherches. Il y a toutes sortes de recherches là-dessus. Oui. Alors, il y a des auteurs qui ont fait ça. Par exemple, il y a un auteur américain, je n'oublie son nom, qui a écrit Comment c'est d'être une chauve-souris. Alors, il analyse la perception, parce que la chauve-souris, elle perçoit tout à fait différemment de nous. Elle perçoit par écolocation, etc. Donc, on a une idée de sa perception. C'est assez difficile de se mettre dans sa conscience en tant que telle, bien sûr. La conscience, on en a des descriptifs objectifs. Quand on dit, par exemple, l'animal peut se reconnaître lui-même. Mais le vécu existentiel de l'animal, dans l'état des choses, vous avez raison, on ne peut pas le connaître. Moi, ça me fait penser à par rapport à la convention d'Éric Baratel. Moi, ce qui me semble intéressant aussi, c'est quand même le changement de construction du savoir. Voilà, c'est un peu ça, finalement. Et on sait qu'en sciences sociales en général, sciences humaines, en anthropologie, il y a vraiment je pense, des sortes de petits basculements, de petits changements, ou changements majeurs même, c'est-à-dire on commence vraiment à s'intéresser à la question du corps, à la question de perception, de la corporalité, tout à fait. Et qui ouvre à mon avis d'autres champs d'appréhension de la question du rapport entre les humains et les non-humains que si on raisonne sur est-ce qu'on est conscient les uns des autres, est-ce que... Bien sûr, vous avez tout à fait raison, bien sûr. Sur le temps des expériences partagées, tout ça. Bien sûr, tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est Porcher qui écrit ça, et dit, du coup, ça permettra d'introduire aussi toute une gamme de personnes, d'acteurs, qui ont une expérience concrète des animaux, mais qui ne la verbalisent pas, enfin, qui n'en font pas un savoir, voilà, ou un savoir explicite constitué. Ça, moi, je trouve ça intéressant, parce que du coup, la question, c'est qui parle. Et Porcher, moi, je trouve qu'elle est vraiment intéressante là-dessus, en disant, la question, c'est aussi de savoir, par exemple, comment on peut faire quelque chose de l'expérience que l'éleveur a avec ses animaux. Porcher restitue le dialogue entre l'animal qui s'est pratiqué dans nos fermes depuis longtemps, mais que les scientifiques ont oublié. Et sur le plan des chats et des chiens, on est en train de retrouver cette capacité que les gens qui avaient des chiens connaissaient, mais que les scientifiques ne voyaient pas. Donc Porcher va tout à fait dans ce sens-là. Oui. On a voulu se séparer en disant ça c'est du savoir profane, tout à fait. Le savoir savant, etc. Absolument. Tout à fait. Je ne voudrais pas monopoliser le discours. Oui, il y a un moyen de surmonter les problèmes que vous signalez. Et là aussi, il y a des éthologues qui commencent à le faire, quelques philosophes qui commencent à le faire. C'est en fait, il faut sortir de la définition
habituelle de nos concepts. Parce que par exemple, la conscience, on va donner la définition humaine. Et donc évidemment, si on prend la définition humaine de la conscience, on va vite buter. Et en fait, il faut monter les concepts en abstraction. Et ensuite, les décliner espèce par espèce. Parce que la conscience chez le cheval et la conscience chez le chien, c'est sans doute totalement ça différent. relève du vécu perceptif qui est tout à fait essentiel et qu'on commence à deviner chez un certain nombre d'animaux. Mais c'est progressif. J'ai parlé à la chauve-souris, par exemple. Les éléphants, on a trouvé récemment, parce que tous les ans ça avance, que l'éléphant avait une oreille sous la plante des pieds, pas une oreille comme ça, mais qui pouvait percevoir les vibrations de très longue distance, que dans certains cas, il prévoyait des tremblements de terre comme ça. Et donc, chaque année, on fait des choses. Le vécu de l'éléphant qui a ces perceptions-là, c'est un vécu tout à fait inattendu. Voilà, tout à fait. Il a un monde qui est autre, bien sûr. Non. J'ai une question pour le professeur Barrette. Votre approche m'a vraiment intéressée parce qu'en ressources, c'est l'étude de personne, justement, a fait cette analyse des centres que vous avez montré. Comment avez-vous fait pour éviter de sombrer dans la subjectivité et pour rester le plus objectif possible? Ça a dû être très difficile. Alors, en fait, le meilleur moyen, d'abord, alors la subjectivité, en fait, ce que vous voulez dire, c'est l'anthropomorphisme. Hein, c'est vrai, c'est le piège évidemment évident, c'est-à-dire se mettre à plaquer les perceptions humaines sur tel ou tel animal, effectivement. En fait, le meilleur moyen, concrètement, c'est de s'appuyer sur les travaux des éthologues, des vétérinaires, des psychologues, qui permettent justement de prendre du recul par rapport aux documents que l'on va étudier. Mais en même temps, les documents que l'on va étudier peuvent nous donner des indications que les éthologues actuels ne connaissent pas. Par exemple, on trouve pour les animaux dans la Première Guerre mondiale, évidemment, les chevaux actuels ne savent plus ce que c'est qu'une guerre. Donc il y a des comportements de chevaux en temps de guerre que l'on ne voit plus actuellement. Je me rappelle d'un colloque à Cerisy sur les chevaux où j'ai trouvé quantité de témoignages disant que les chevaux très souffrants, agonisants, etc., hurlent, enfin crient, ont un cri très dur, très désagréable pour les hommes, etc. Et alors une dame lève la main, je ne sais plus si elle était éthologue, etc., mais elle me dit, mais non, nous on a des cas actuels de chevaux qui souffrent, etc., ils ne disent rien, ils ne crient pas. Alors, est-ce que c'est elle qui a raison ou est-ce que c'est les autres qui ont tort? Moi, je crois plutôt qu'en fait, les chevaux ne sont plus dans le même environnement, qu'on n'a plus les mêmes chevaux et qu'ils ne réagissent pas de la même manière. Bon, et j'ai retrouvé dans Darwin, dans l'expression des émotions, justement un passage où il dit que les chevaux et les bœufs, il dit, en situation de très grand stress, hurlent d'une manière extrêmement dure et très désagréable pour les hommes. Hein, donc il y a manifestement un contexte là que l'on ne copie plus. Je ne pense pas que Darwin ait inventé, que quelqu'un invente, qu'il y en ait un qui invente, mais quand vous trouvez pour la guerre 14 par exemple une centaine de documents où l'on vous dit les chevaux hurlent et c'en est absolument désagréable, à tel point vous avez un très beau texte dans l'Ouest, rien de nouveau, c'est pour ceux qui s'en rappellent, hein, de Remarque, un très beau texte, à un moment, enfin le héros et son groupe ne supportent plus les cris des chevaux qui agonisent. Il y en a un qui est prêt à franchir la tranchée pour aller les abattre. Ils se mettent à hurler auprès des brancardiers en disant abattez-les, abattez-les. Ils veulent bien entendre les cris des blessés, des hommes blessés. Ils ne supportent plus les cris des chevaux. À la fois parce qu'ils sont stridents, ces cris, et puis parce que ça révèle évidemment toute l'absurdité de la guerre. Que des hommes à la rigueur se battent, bon, ils l'ont voulu, mais qu'on aille jusqu'à faire souffrir à ce point-là des chevaux. Et on voit bien, Remarque le dit très bien, à quel point ça remet totalement en cause pourquoi sont-ils là. Et donc, on arrive à dépasser l'objectivité en croisant, à dépasser la subjectivité en croisant, justement. Et puis, en essayant, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas de documents, mais à ce moment-là, on n'en parle pas.
C'est la grande différence avec, par exemple, toutes les biographies littéraires. Il en sort énormément. Des biographies littéraires. Vous avez le retour de Jules actuellement, j'ai oublié son nom. Il y a eu un très gros succès à l'automne de l'histoire du lion personne de Stéphane Odegui. Bon, dans l'histoire du lion personne, tout est à peu près inventé. Or là, ce n'est pas le cas. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, quand on n'a pas d'indice, on ne peut pas. Et en fait, ce qui permet justement de sortir de la subjectivité, c'est de croiser avec le travail des éthologues, et des éthologues qui eux-mêmes pensent beaucoup à cette question d'anthropomorphisme, etc. Donc essayent de l'éviter. En même temps, alors maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a un mauvais anthropomorphisme, c'est l'anthropomorphisme de projection, et puis il y a deux anthropomorphismes, tu en as parlé, intéressants, c'est l'anthropomorphisme de questionnement. C'est-à-dire que moi, j'ai la conscience, ou j'ai telle faculté, est-ce qu'elle n'est pas dans telle espèce, d'une manière semblable ou d'une manière totalement dissemblable. Donc, on se pose la question, on va interroger les autres. Et puis, il y a l'anthropomorphisme de communauté, tu en as parlé aussi pour les chiens. Les éthologues hongrois, l'éthologie hongroise canine, qui est sans doute la meilleure du monde, utilisent maintenant cet anthropomorphisme de proximité. C'est-à-dire pour eux, il y a eu une très forte coévolution depuis 40 000 ans qu'on vit avec les chiens. Eh bien, chiens et hommes qui ne sont pas biologiquement semblables se sont rapprochés. Ils parlent de coévolution, ce qui fait que maintenant, ils se comprennent relativement bien. Et ils ont fait des expériences en montrant qu'actuellement, un maître comprend à peu près 60 à 70% de ce que veut un chien ou de ce que voudrait faire un chien, etc. Ce qui n'est finalement pas si mal que ça. Est-ce qu'on comprend toujours, nous les autres, à 80-90%? C'est pas toujours évident. Et donc c'est dû à cette coévolution. Donc là, c'est un autre anthropomorphisme, c'est l'anthropomorphisme de communauté pour des espèces qui sont proches. Soit proches biologiquement, comme les chimpanzés, soit proches sous le phénomène de l'histoire, comme les chiens. Alors par contre, évidemment, avec des espèces, comme tu l'as dit, beaucoup plus éloignées, là... mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer, y arriver. Tu parlais de la chauve-souris. En 1974, il y a un philosophe américain qui a publié un article très célèbre. Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? C'est ce que je citais. Nagel, c'est ça. Et alors, il conclut, il est très ambigu dans son article, mais il conclut plutôt à « on ne peut pas s'en rendre compte ». Et ça a été repris par beaucoup de gens qui, dès qu'on leur dit on peut essayer d'approcher le point de vue animal, non, Nagel a dit qu'on ne pouvait pas. Mais Nagel a fait un livre en 86 qui s'appelle « Le point de vue de nulle part », où il dit justement le contraire. En disant non, effectivement, pour bien comprendre le monde, il faut essayer d'approcher les points de vue des autres. À notre humble mesure, nous ne sommes que des hommes, avec toutes nos limites. Donc il y a plein de choses, comme l'a dit Georges, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Les colocations, on ne la comprend pas. L'oreille, les pieds... tout ce qu'on trouve chaque année. Et maintenant, on arrive à le trouver. Donc, je peux mettre sur une boutade que j'aime pour détendre un peu l'atmosphère, pour répondre à votre question. On tend à raisonner comme des hommes. On dit, par exemple, le sommet, c'est l'intelligence, c'est la conscience. Or, par exemple, on pourrait raisonner différemment. Par exemple, dans la sensation, les sensations olfactives, pour des raisons de câblage, sont absolument fabuleuses. Elles nous mettent dans des états... Le chien a une olfaction qui est 10 à 20 fois plus supérieure à la nôtre. Il vit dans un univers d'odeurs extraordinaire, dans un paradis d'odeurs. Sur le plan évolutif, on peut considérer que c'est le chien qui a fait le bon choix, et pas nous. Et qui est plus intelligent, entre guillemets. Voilà un exemple. Oui, quand on compare avec d'autres espèces, on se rend compte à quel point, sur certains aspects, on est très limité, nous, humains. Donc il faut sortir de cette vision de la nature, la vision pyramidale avec l'homme au sommet, pour aller plutôt vers une vision. Il y a un schéma comme ça au musée des Confluences, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'espèce d'arborescence qui part dans tous les sens, et l'homme n'est jamais que sur l'une des branches de cette arborescence.
tout à fait. Alors le modèle darwinien va même beaucoup plus loin. Le modèle darwinien, toute espèce s'adapter, mais plus ou moins bien. Les bactéries sont beaucoup mieux adaptées que nous. Donc là, l'adaptation va encore beaucoup plus loin que ça. Pardon? Moi, j'aurais une petite question pour vous. Est-ce que vous avez envisagé des biographies d'animaux très ordinaires? Parce que là, c'est un petit peu quand même, c'est des animaux, je dirais, élus, Exemplaires. Tout à fait. qui ont une réputation, etc. Ils ont des noms d'ailleurs. Voilà. Mais moi, je me pose la question, parce que ça pose vraiment une question de fond, c'est-à-dire sur le fait qu'effectivement, on est toujours à parler, alors on parle de l'animal, on ne peut pas parler des animaux, mais c'est l'infinité, quoi. Voilà. Une biographie de Lévi, je me lance pas, mais c'est possible, quoi. Il n'y a pas de document. Alors, il va falloir inventer. Il va falloir inventer. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va pouvoir inventer. C'est vrai que le plus facile, c'est les animaux célèbres qui ont fait produire des documents. On a des animaux moins célèbres qui ont aussi fait produire des documents. On peut en trouver, par exemple, sur les photographies. Il y a un collègue en anglais, je crois, qui va entreprendre la biographie d'un lion, qui est mort maintenant, le lion, pas le collègue, à partir de toute une série de photographies. Hein, et en interrogeant ces photographies, on peut en faire sortir. Ça ne sera évidemment pas une biographie complète. Mais on peut aussi inventer d'autres documents. Et je pense maintenant à la génétique, qui va devenir un livre absolument incroyable. Et j'ai une étudiante qui travaille sur le cheval barbe. Elle va travailler avec un généticien qui a obtenu un contrat européen sur les chevaux et qui veut justement un va-et-vient génétique-histoire, de manière à ce que lui, il va aller voir, donc il va recueillir toute une série de squelettes, de matériaux de chevaux, crins, etc., etc., du plus loin dans le temps jusqu'à nos jours. Et ce qu'il voudrait, c'est que ce qu'il voit au niveau génétique, est-ce qu'on en a des répercussions dans les documents humains, par exemple? S'il découvre qu'il y a tel gène à telle époque qui est activé, est-ce que ça se traduit au niveau des comportements? Et est-ce que les hommes ont vu ces comportements et les ont consignés? Ce qui est encore autre chose. C'est qu'ils peuvent très bien l'avoir vu et ne pas l'avoir consigné. Et inversement, les historiens voient des comportements consignés et est-ce qu'on les trouve au niveau génétique? Et alors ça, on va pouvoir le faire sur des individus. Cette étudiante, elle a trouvé toute une série de matériaux sur des lignées, cette fois-ci, biologiques, des générations biologiques de chevaux barbes, chevaux d'Afrique du Nord. Et là, à ce moment-là, avec les photos, le matériel génétique, etc., on va pouvoir faire des biographies. Alors, biographie d'une manière particulière. Bien sûr, ce n'est pas la biographie humaine, là aussi, il faut sortir de la définition humaine de la biographie. Parce qu'autrement, évidemment, on n'y arrivera pas. Merci. Je vous propose de conclure cette conférence par ces derniers mots et de poursuivre la discussion